pas déjà inscrit à l'UBAT, il peut toujours s'inscrire. Il y aura toujours quelqu'un pour opérer les inscriptions. Il y aura normalement un chapeau pour les bonnes œuvres de l'UBAT. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre? Ah oui, c'est très important. Vous avez peut-être vu un mail qui est passé et les informations sont sur le site. Il y aura du 17 au 28 mai des auditives que beaucoup de gens ici connaissent. C'est un festival d'art et de poésie organisé par Claudie et Eric, vous les connaissez. Donc on a mis quelques petits programmes là-bas pour ceux qui préféraient le format papier qui se glisse plus facilement dans une poche que le format électronique que vous pouvez télécharger sur le site. Maintenant on rentre dans le vif du sujet. Qui ne connaît pas l'excellent Roland Caris, spécialiste de la démocratie? Je ne fais pas les épisodes précédents, je pense qu'il va nous récapituler un petit peu, mais il nous a déjà fait 2 épisodes sur le sujet, l'un sur la Grèce antique, l'autre sur une période plus récente, et maintenant les incertitudes de la démocratie. À toi, Roland. Bon. Bonjour, merci d'être là. Comme Jérôme l'a dit, j'ai fait il y a 1 an et demi la naissance de la démocratie pour expliquer un peu comment la démocratie athénienne a été créée. Je vais vous le rappeler un petit peu, les grandes lignes. J'ai fait ensuite, il y a 1 an, sur la démocratie représentative, l'histoire un peu, et je vous le rappellerai, les grands pôles, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, ben, c'est ça, hein, c'est donc les rappels, et ensuite essayer de définir la démocratie. Je parle souvent de démocratie avec des tas de gens, et j'ai la mauvaise surprise d'entendre des gens qui me disent « mais nous ne sommes pas en démocratie ». Alors à ce moment-là, je suis un peu surpris, et je dis « mais c'est quoi la démocratie si ce n'est pas la démocratie, qu'est-ce que c'est ?» Et donc, on va essayer de résoudre ce problème. Et en fin de compte, ce problème, il est structurel. La démocratie a un véritable problème de définition. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu indéterminée. Et pour expliquer cette difficulté de définition, c'est qu'on va voir que dans la structure même de la démocratie, il existe des tensions, il existe des paradoxes de définition où on n'est pas tout à fait d'accord. Et tout un chacun n'est pas tout à fait d'accord. Et ça vient de son histoire. Hein, Et ensuite, on verra un peu, au niveau de la démocratie, les intrications avec l'économie et la question sociale, parce qu'on ne peut pas laisser ça totalement de côté. Et là, ça se complique encore plus. C'est-à-dire qu'avec l'économie, est-ce que l'économie d'aujourd'hui est démocratique, par exemple? Je ne crois pas. Mais comment ça s'insère dans une démocratie? Comment notre économie s'insère dans une démocratie? Et les crises et les problématiques de la démocratie d'aujourd'hui, ces challenges, et quelles pourraient être des solutions, mais là, je vous laisserai juge. Je veux être totalement démocrate, et c'est le peuple qui décide. Donc, le rappel de la démocratie directe. C'est la démocratie. La démocratie est née chez les Grecs, à Athènes essentiellement à Athènes parce on a des rapports archéologiques, de textes ou autres sur la démocratie athénienne. Les autres démocraties, on les connaît très très mal. Il en a existé d'autres démocraties à l'époque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais on les connaît très mal, donc on se focalise souvent sur la démocratie athénienne. Il faut savoir que ces Athéniens, ces Grecs du 5e siècle, ils avaient déjà la notion d'isonomie et d'iségorie. Isonomie, c'est on est à égale distance. Vous voyez que ici, il y a le peuple, et au centre, on est à égale distance du nomos, c'est-à-dire de la loi. C'est-à-dire que la loi, elle est égale pour tout le monde. Et l'iségorie, c'est l'agora, c'est là où on parle, on est à égale distance de la parole. C'est-à-dire que tout le monde peut parler. Et ça, déjà avant le déclenchement de la démocratie, les Grecs avaient déjà ça
un petit peu dans leur ADN. La deuxième chose, c'est qu'ils sont très religieux, les Grecs. Mais ils ont une religion qui est très bizarre. Pour nous, chrétiens, monothéistes, musulmans et autres, il y a un Dieu, et ce Dieu a créé le monde. Le Dieu des Grecs n'a pas créé le monde. Les Olympiens, Zeus, est là, comme les mortels, c'est un immortel, mais il est dans le monde. Il n'y a pas quelque chose d'immuable en dehors du monde qui dirige le monde. Et c'est ce qui fait que dans ce monde incertain, eh bien, les Grecs, qui sont esclavagistes, comme toutes les civilisations de l'époque, ils ne supportent pas l'esclavage. Ils refusent la domination. Ils ne veulent pas de la domination. C'est ce qui fait qu'ils vont inventer la démocratie, ils vont inventer ce qu'on appelle un autogouvernement populaire, à la base des hommes. Autre caractéristique de la démocratie athénienne, et c'est ce qui est très amusant aussi, il n'y a pas de théoricien de la démocratie athénienne. Il n'y a pas de penseurs. Les penseurs athéniens, ils ont fait les mathématiques, ils ont fait la philosophie, ils ont fait des tas de choses, ils ont fait l'histoire, mais les deux penseurs critiques, qui sont Platon et Aristote, ils sont arrivés à la fin de la démocratie athénienne. Et ils sont très critiques. Platon, il considère que la démocratie, c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que le gouvernement doit être fait par des sages, il doit être fait par des experts, il doit être fait par des philosophes, le philosophe roi. Platon a écrit la République, il a écrit des lois, mais il démolit systématiquement la démocratie. Aristote, qui est son élève, il est beaucoup plus pondéré et il considère que la démocratie c'est un système intéressant. Il a écrit la constitution athénienne, mais il faut faire un petit peu attention, il est pour le système de gouvernement mixte, c'est-à-dire on peut avoir un peu de monarchie, un peu d'oligarchie, un peu d'aristocratie, ou un peu de démocratie, on mélange tout ça, et ça fait un bon système. Et ce système de gouvernement mixte, il va être repris après par Polybe, il va être repris par Machiavel, il va être repris par toute la démocratie représentative. Comment ça fonctionne? Et ça, la démocratie directe, c'est une chose absolument exceptionnelle, c'est l'ecclésia, c'est le peuple, c'est le démos. Mais le démos, il faut s'en rappeler, à Athènes, c'est 30 000, 40 000 citoyens. D'accord? Dans le démos, il n'y a pas les esclaves, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les enfants. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 30 000, 40 000 citoyens sur une population d'habitants de 400 000. Ils sont à peu près 10% à décider. Mais c'est eux qui décident. Ils décident et ils sont aidés pour ça par la Boulée, qui est un peu le système législatif. La Boulée, c'est ceux qui font la loi. Et la Boulée, elle est composée de citoyens qui sont tirés au sort, qui sont volontaires, qui sont tirés au sort, et c'est eux qui vont faire la loi. Et de l'autre côté, les liés, c'est le juridique, c'est ceux qui font les procès, et ils sont tirés au sort aussi, et c'est eux qui font les procès et qui dirigent d'une certaine manière, qui contrôlent d'une certaine manière, mais qui contrôlent. L'ecclésia est incontrôlable. L'ecclésia a le pouvoir, et la séparation des pouvoirs n'existe pas en démocratie athénienne ou en démocratie directe. L'ecclésia a tous les pouvoirs et peut être totalement irresponsable d'une certaine manière. C'est comme ça qu'ils ont condamné Socrate. C'est comme ça qu'ils ont condamné 8 stratèges à mort qui avaient gagné la bataille des Arginus parce qu'ils n'avaient pas récupéré les morts en pleine mer. Donc, il faut faire attention. Il y a des élections pour les stratèges, c'est-à-dire les chefs de guerre, et il y a les élections pour des gens qui s'occupent des finances. Et ensuite, c'est toujours le principe du tirage au sort. Et ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Le tirage au sort est en premier pour la démocratie directe. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, il faut réfléchir à la question.
le tirage au sort, ça peut être une très bonne chose. De l'autre côté, eh bien, ça va être beaucoup plus long, on va mettre à peu près 2000 ans pour former la démocratie représentative. Et à partir de là, c'est les penseurs, contrairement aux Grecs, on a eu sans arrêt des penseurs qui ont réfléchi aux théories de gouvernement, qui ont réfléchi à comment gouverner la République, la Res Publica. Et en premier, c'est Machiavel qui arrive à la pensée du pouvoir, de la mécanique de la prise du pouvoir et de sa conservation du pouvoir. Et Machiavel est particulièrement intéressant parce qu'il comprend très bien le système de mécanique du pouvoir, et on ne l'aime pas parce qu'il y a le machiavélisme. Mais en fin de compte, Machiavel, il raconte ce que n'importe quel gouverneur ou n'importe quel chef politique fait d'une manière naturelle et normale. Et on le considère comme amoral, parce que contrairement à Platon ou contrairement à Aristote, pour gouverner, c'est pas le gouvernement du bien. Machiavel, il retire le bien. Pour gouverner, il faut gouverner efficacement. L'autre penseur important, c'est celui qui va dire, dans un système de gouvernement, il faut la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? La souveraineté, ça veut dire j'ai le pouvoir de prendre les lois ou de supprimer les lois. Et pour ça, il faut un gros pouvoir de coercition, et c'est la souveraineté. Ça va être repris dans la Révolution française, la souveraineté nationale. Vous vous rappelez, la souveraineté nationale, c'est dans notre Constitution. Et ce principe de souveraineté, ça va être un point focal, et le point focal, c'est, voilà, le pouvoir, il est décidé par un souverain. Ce souverain, ça peut être le démos, ça peut être le peuple, ça peut être une oligarchie, ça peut être une aristocratie, ça peut être un roi, une monarchie. Et ce principe de souveraineté va être repris par un autre homme qui s'appelle Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, il a été traumatisé par les guerres de religion en Angleterre. Il est parti en France et il considère que l'État souverain, c'est lui qui a le monopole de la violence. Et il va inventer le Léviathan. Vous savez, le Léviathan, c'est dans la Bible, c'est un monstre horrible qui bouffe tout, qui possède la souveraineté. Et pour lui, le Léviathan, vous voyez qu'il a la force, et de la même manière, il a la crosse épiscopale, il a la religion et la force. Tous ces penseurs de la démocratie représentative ont évacué la religion. La religion, il n'y a pas de théocratie dans la démocratie représentative. On la met de côté, la religion. Et donc, à ce niveau-là, il considère, Hobbes, c'est l'homme est un loup pour l'homme. C'est la guerre perpétuelle. Entre tous citoyens, on se fout sur la gueule. Et donc, pour pouvoir faire quelque chose, il faut un État souverain qui assure la sécurité. Je peux vous rappeler, il a été complètement traumatisé par toutes les guerres de religion. Il a vu la violence tout le temps, Hobbes. Et donc, il dit faut supprimer cette violence. Et donc, c'est la sécurité. Et un certain nombre de penseurs derrière vont penser que l'État moderne, c'est tout d'abord la sécurité. Le reste, ça peut. C'est ce qu'on appelle l'État minimal. Et c'est peut-être pas sûr que ça soit une bonne chose. Le deuxième point, c'est donc la sécurité. Et dans cet état d'esprit de sécurité, et ça nous touche aujourd'hui, parce qu'on nous en parle tout le temps de la sécurité, on nous parle du djihadisme, on nous parle de toute cette violence, etc., on nous parle de la sécurité. Ben, il faut faire quand même très attention, parce que la démocratie, c'est la liberté, et si la sécurité devient de plus en plus importante, la liberté, elle disparaît.
L'autre penseur extrêmement important de la démocratie représentative, c'est Montesquieu, qui s'inspire de John Locke en disant il faut séparer les pouvoirs. C'est-à-dire que c'est bien la souveraineté, mais il faut avoir 3 systèmes de pouvoir. Et son idée, c'est que tout pouvoir est dangereux. Tout pouvoir mène à la dictature, tout pouvoir mène à l'autoritarisme. Et donc, vis-à-vis de ce pouvoir dangereux, eh bien, il faut l'équilibrer. Il faut faire en sorte que le pouvoir ait des contre-pouvoirs. Le pouvoir limite le pouvoir. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, c'est très simple. On va dire, d'un côté, il y a le législatif, de l'autre, il y a l'exécutif, et de l'autre, il y a le monde judiciaire qui contrôle l'ensemble. Et ces mécanismes de pouvoir, c'est aussi un des trucs de la démocratie représentative. C'est quelque chose qu'on vit tout le temps. La séparation des pouvoirs est très forte dans une démocratie à l'américaine, par exemple. C'est pour ça que Trump ne peut pas faire toutes les bêtises qu'il ferait s'il était en France. Et en France, au point de vue judiciaire, on met... Il y a des déséquilibres qui se passent régulièrement. Le dernier penseur, lui, il est beaucoup plus démocratie directe, il est beaucoup plus démos, il est beaucoup plus peuple. Et il dit, en fin de compte, pour avoir un gouvernement stable, il faut qu'il y ait un contrat social. Il faut que les gens qui soient gouvernés acceptent ce gouvernement, adhèrent à ce gouvernement. Et c'est ainsi qu'il va définir l'intérêt général. L'intérêt général, et c'est une notion extrêmement complexe, l'intérêt général, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Tout le monde, allez, on est un démos, on est une république, et on est d'accord, et on fait l'intérêt général. C'est un peu une fiction politique. Hein. Donc, vis-à-vis de ça, on retourne un petit peu dans l'histoire très rapidement. La démocratie représentative, elle a démarré au XVIIe siècle, quand on a coupé la tête à Charles Ier, hein, c'est les Anglais, et eux, ils n'ont pas de problème de religion, puisqu'ils sont anti-papes. Ils ont fait l'anglicanisme, et à partir de là, Henri VIII démarre, et puis on va couper la tête à Charles Ier, et on va créer un système parlementaire. Une royauté parlementaire. Et c'est une démocratie. C'est très amusant quand même. Et derrière, il y a la Révolution américaine qui arrive en 1776. C'est l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis, c'est une colonie anglaise. Donc, ils ont le principe du parlementarisme. Ils comprennent ça. Mais ils vont créer un système à partir de la Constitution, c'est-à-dire que les 13 États en révolte vont avoir une constitution et ils vont faire ce qu'on appelle une république fédérale. Mais ces gens-là, qui sont des intellectuels, le Madison, Hamilton, Jefferson et compagnie, ils connaissent entre autres la démocratie directe, ils connaissent le principe du tirage au sort et ils disent non, ça c'est pas bon, on va faire de l'élection. Parce qu'il y a quand même une méfiance. Tous les gens qui ont constitué la démocratie représentative ont une certaine peur du peuple. Ils ont une certaine peur de la populace. Ils ont une certaine peur du nombre. Ils considèrent, un petit peu comme Platon, que le gouvernement, ça doit être fait par les meilleurs. Et donc, ils font ce qu'on appelle une aristocratie élective. Les Américains n'ont pas d'aristocratie. C'est un point important que souvent on oublie. Les Américains de la Révolution américaine, ils sont 2,5 millions. 2,5 millions. Les Français, quand ils vont faire la Révolution, quelques années plus tard, ils sont 25 millions. Hein, une échelle 10. Les Américains, ils ne sont pas pauvres, ils n'ont pas de problème économique où ils
ils mangent difficilement, ils n'ont pas une famine. La Révolution française, elle a des famines, elle a toute une population, ce qui peut expliquer la terreur, ce qui peut expliquer que la Révolution américaine a été une guerre d'indépendance, ça on est sûr, mais elle a été beaucoup plus calme. Ils font aussi ce qu'on appelle une république fédérale, et là les gens oublient souvent. Les États-Unis, c'est une république fédérale. La liberté dans les différents États, ils ont des systèmes de tirage au sort. Il faut le savoir, ça. Ils ont des systèmes dans certains États de tirage au sort. La dernière qui forme réellement la démocratie représentative, c'est la Révolution française, évidemment, avec Sieyès, c'est lui qui écrit la Constitution, et Sieyès, c'est un antidémocrate total. Il a des phrases en disant la France n'est pas une démocratie, c'est une république, c'est pas une démocratie. Et donc, ils appliquent de la même manière l'aristocratie élective. Ils appliquent le principe, on va élire des gens et c'est eux qui vont nous gouverner parce que c'est eux qui vont nous représenter. Et ce qui est en contradiction complète avec le principe de démocratie directe. Hein, on est bien d'accord. Et donc, ils vont inventer, donc, évidemment, ils vont supprimer le souverain, hein, ils vont tuer le souverain, ils vont guillotiner Louis XVI, exactement comme les Anglais avaient guillotiné Charles Ier, hein, décapité plutôt, et ils vont inventer des tas de choses assez extraordinaires, ils vont inventer les droits de l'homme, et ils vont bâtir toute la démocratie représentative sur une notion un peu bizarroïde aussi, qui s'appelle l'État-nation. Et le principe de l'État-nation, c'est parce qu'ils sont acculés à la guerre, tous les royaumes autour se disent ce système politique ne nous convient pas du tout, et donc ils sont, eh bien, c'est le principe de Mirabeau, on sortira on est là pour le peuple et on sortira avec les baïonnettes. Hein. Donc c'est très violent et ça forme la terreur. Et la terreur, c'est une dérive extrêmement dangereuse de la Révolution française. Il forme quelque chose d'extrêmement important sur la liberté, égalité, fraternité. C'est quand même aussi un des pôles qui est bâti sur le principe du droit de l'homme. Alors, comment ça fonctionne, la démocratie représentative? Ben, ça fonctionne, d'un côté, il y a des assemblées législatives pour faire les lois. De l'autre, il y a l'exécutif qui fait les lois, qui met en branle les lois du gouvernement, des députés qui légifèrent, et le contrôle juridique se fait sur cet ensemble-là. Et le peuple, il est là, et il élit ses représentants. Et éventuellement, ça dépend des démocraties, ça dépend, les démocraties représentatives se déclinent de manière très fortement différente dans les différents pays. Hein. Et chez nous, par exemple, eh ben, on fait l'élection du président de la République. Nous sommes très jacobins, très présidentiels. On est un petit peu une monarchie républicaine. Si on compare les deux, je vous avais dit, hein, 400 000 habitants, 65 millions, 10% de la population qui décide, 0,01% de la population qui décide. Hein. Mais avec des électeurs, avec une mécanique d'électorat. Là, c'est les citoyens qui décident et le reste de la population, ce qu'on appelle la société civile, eh ben, suit les citoyens. Donc la démocratie directe, si on fait que des chiffres, c'est un peu une oligarchie. Une grosse oligarchie, mais c'est quand même une oligarchie. Hein. Oligoth, c'est le petit nombre, hein, c'est le pouvoir au petit nombre. C'est là aussi que je suis toujours surpris et inquiet quand je pose des questions sur la démocratie et on me disait nous ne sommes pas dans une vraie démocratie. Ah oui. Bon, alors
qu'est-ce que c'est que la vraie démocratie? Parce que si on compare la démocratie directe et la démocratie représentative, il y a le tirage au sort d'un côté, il y a le vote de l'électorat. Pourquoi les penseurs de l'État moderne ont fait le principe de l'électorat? C'est parce que les gens voulaient la légitimation du pouvoir. Et pour qu'il y ait un pouvoir légitime, il faut que ça soit moi qui le désigne, qui vote vis-à-vis d'un représentant. On ne veut pas le tirage au sort. La plupart des gens, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que je discute souvent avec les gens sur la démocratie athénienne, qui me disent « Tu te rends compte, la démocratie athénienne, c'était le tirage au sort ?» Oui. Le tirage au sort, c'est pas mauvais en soi. Les jurys d'assises, ils sont tirés au sort. Et ils font des choses tout à fait normales. Donc, le tirage au sort, c'est une décision qui est faite. Dans la démocratie directe, je dirais, il y a une professionnalisation du phénomène politique pour les citoyens. Les citoyens s'intéressent et considèrent que la chose importante dans la vie, c'est le gouvernement d'Athènes. La chose importante dans la vie, c'est moi qui vais décider si on va à la guerre ou si on ne va pas à la guerre. Petite anecdote, si je décide d'aller à la guerre, je vais aussi aller à la guerre. Parce que le citoyen, c'est un soldat et c'est un guerrier. Le principe d'Athènes, c'est que la guerre, ça se passe à peu près chaque année. Hein. On fait la guerre tout le temps. Dans la démocratie représentative, on considère que les élus sont des professionnels, connaissent les mécaniques de pouvoir, sortent de l'ENA, et voilà. Donc il y a un petit peu de ça. Le principe du peuple souverain, c'est l'ecclésiat. De l'autre côté, c'est la séparation des pouvoirs. On sépare les pouvoirs, l'ecclésiat ne sépare pas les pouvoirs. D'un côté, on a une cité-État, de l'autre côté, on a un État-nation. Et ça, c'est le nombre des cités-États, disons, d'un point de vue ecclésial, il y a 30 000, 40 000 citoyens, mais quand ils se réunissent, à peu près tous les mois, il y a 6 000, 8 000 personnes qui se réunissent. Donc, vous voyez que c'est... Et c'est possible parce que quand ils se réunissent, ils parlent. C'est une politique de face à face, d'argumentation face à face. Avec 60 millions ou 40 millions de personnes, ça va être difficile, même avec le cyberespace. Donc, en finale, on est dans la démocratie directe sur une économie antique aussi, et la complexité de notre économie dans le système représentatif est beaucoup plus difficile à mener. Aujourd'hui, on a quand même, quand on parle de démocratie, d'état d'esprit de démocratie, on a cette vision des choses. En règle générale, la majorité des gens considèrent que la démocratie directe, c'est une antiquité. Je pense que non. C'est quelque chose historique qui est hyper important, mais on peut s'en inspirer, mais on ne va pas refaire le match et reprendre la démocratie directe dans notre société de 65 millions d'habitants. Les représentants sont élus à intervalles réguliers. Les gouvernants sont indépendants. Et ça, c'est une notion que j'avais expliquée la dernière fois. Le mandat impératif est interdit dans la démocratie représentative. Mandat impératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vote pour quelqu'un qui doit appliquer le programme pour lequel je vote. Et s'il ne l'applique pas, je le révoque. Ça ne marche pas en démocratie représentative, ça n'existe pas. L'article 27 de la Constitution française dit « Nous ne sommes pas en mandat impératif. Les députés n'ont pas de mandat impératif. » Ça n'existe. Et dans toutes les constitutions de démocratie représentative, le mandat impératif est banni. Ça, c'est vraiment tout à fait odieux. Je vote pour quelqu'un et il ne fait pas ce pourquoi j'ai voté pour lui. Le problème, c'est que si on vote pour quelqu'un et que les événements font que ça change du tout au tout,
où ça se modifie, où ça... il va continuer à prendre le mandat que vous lui avez donné, alors qu'il se rend compte que d'un point de vue gouvernement, ce n'est pas possible. Ils sont donc indépendants et ils n'ont pas de mandat. Il faut être gouverné avec une liberté d'expression, c'est-à-dire le droit de la presse, le droit de la critique, le droit de manifester, le droit, tout ça, ça doit être mis dans la loi. Et les décisions publiques et soumises à discussion, ça veut dire que y a pas, le secret d'État, c'est pas très démocratique. Faire des décisions en disant non, 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 ça c'est secret d'État, ça marche pas. Pas trop. Alors, la définition. Vous voyez que la Corée, République populaire démocratique de Corée, se considère comme une démocratie. Le royaume de Norvège, c'est une démocratie. La Confédération suisse, qui mélange du représentatif et du direct, la Constitution suisse est passionnante là-dessus, parce qu'il y a des votations populaires régulières, à peu près tous les trimestres, c'est une démocratie. Les États-Unis d'Amérique, qui est un système fédéral très complexe, c'est aussi une démocratie. Donc c'est quoi la démocratie? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Alors la démocratie, ça a été repris dans la Constitution française, hein, c'est une phrase de M. Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est joli, c'est beau, c'est symbolique. Dès qu'on parle de démocratie, on parle du peuple, mais d'un point de vue définition, c'est pas exactement ça. Et je vous lis là, si vous n'arrivez pas à lire, et c'est Machiavel qui nous dit ça, dans tout État, il y a deux orientations différentes, celle du peuple et celle des grands. Et toutes les lois favorables à la liberté, eh bien, procèdent de leur opposition. C'est-à-dire que Machiavel est un penseur qui pensait essentiellement la République. Hein. Il pensait la République de Florence, il pensait les républiques italiennes. Le prince, c'est une histoire de pouvoir, mais il a derrière la tête le principe de république. Et c'est une mécanique de conflit. C'est automatiquement une mécanique de conflit. Parce que pour se mettre d'accord, il faut être en conflit. On n'est pas tout à fait d'accord. Et comment on va régler le conflit? Ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que la démocratie, pour moi, c'est un système indéterminé. Hein, 0 divisé par 0, c'est indéterminé. On ne sait pas comment faire. Et pourquoi on ne sait pas comment faire? Parce que la démocratie s'appuie sur des tas de composantes qui sont elles aussi indéterminées. La démocratie est structurellement faite de composantes où il y a question. La première composante, c'est le peuple. C'est quoi le peuple? C'est qui le peuple? Le peuple, à la base, c'est une communauté qui vit sur un même territoire, qui a une culture, un langage. Ça, c'est le truc général. Le peuple, c'est l'ensemble des gens de conditions modestes qui sont opposés aux privilégiés qui sont riches, qui sont cultivés, qui ont le pouvoir, etc. D'accord? Donc, le peuple, c'est d'un côté les petites gens, et puis de l'autre, c'est une notion un peu bizarroïde. Voilà. Juridiquement, le peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Et c'est amusant parce que l'ensemble des citoyens, ça veut dire que les citoyens qui forment un État ont le pouvoir d'élire cet État. Et ça constitue une nation, et ces citoyens, ils ont la souveraineté. Ces trois notions-là, État, nation, souveraineté, c'est des fictions politiques. C'est des choses qui sont très difficiles à définir. Comment je vais définir tout ça?
Et si je reprends la communauté qui vit sur le même territoire, dans l'État, dans la nation, en Grèce antique, on avait des métèques. Les métèques, c'était les étrangers. Et les étrangers, ils décident rien. Ils ne sont pas dans le peuple. Ils sont où? C'est quand même bizarre, tout ça. Et c'est pour ça que, de quel peuple le populisme me parle? Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent « Moi, je suis populiste, ça c'est parce qu'il y a le peuple derrière moi. » C'est qui le peuple? Hein? Première notion complexe. Deuxième notion, on veut du direct ou on veut du représentatif? On veut le tirage au sort, on veut une aristocratie élective, on veut des gens, ou on veut le peuple qui va décider comme ça. Est-ce que le peuple, il consent au pouvoir ou il décide lui-même? Est-ce qu'il contrôle ce pouvoir de révocation par exemple? Ce que je vous donne, c'est des tas de solutions possibles, hein, où il ne contrôle pas, il dirige. C'est lui qui prend les décisions. D'accord? Tout ça, c'est entre gouvernant et gouverné. Aristote disait, la démocratie athénienne, c'est intéressant parce que les gens sont tantôt gouvernés et tantôt gouvernants. Et c'est vrai que quand on passe de l'un à l'autre, on est beaucoup plus calme. Hein, on n'a pas des œillères en disant c'est comme ça et pas autrement, parce que on sait qu'on va subir aussi le gouvernement. C'est aussi le principe de confiance et de défiance, et ça, c'est ce qu'on vit tous les jours dans nos démocraties. On a un problème, on est en crise démocratique, et on a une crise démocratique au point de vue défiance. On est dans une logique souvent de défiance. Nos gouvernants, on s'en méfie. Ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour nous, ils ne travaillent pas pour l'intérêt général. Et donc, ça crée ce que j'appelle le désenchantement. Et le désenchantement, je pense que c'est structurellement quelque chose qui existe dans la démocratie. Parce que c'est imprécis, la démocratie. Les représentants, nos élus, comment il faut qu'ils soient? Est-ce que c'est l'aristocratie élective? Est-ce que ce sont les meilleurs? On va mettre les meilleurs au gouvernement. Est-ce que c'est le philosophe roi de Platon, là? C'est lui qu'on va mettre au gouvernement. Ou est-ce que c'est la reproduction de la société? Notre assemblée, elle a combien de gens qui, au pourcentage, qui sont des ouvriers, des employés, des cadres, On veut quoi? On veut des gens qui sont distincts, qui ont le pouvoir parce qu'ils sont plus... Ils ont plus de savoir vis-à-vis de ce pouvoir, ou on veut des gens qui sont comme nous tous, et on veut que l'Assemblée soit un microcosme de la société. Élire les meilleurs, reproduire, problème de mandat impératif, mandat représentatif. D'accord? Les techniques d'élection. Comment on nomme nos assemblées? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Il y a 1000 façons de nommer les assemblées. Alors, c'est numérique, on passe par des équations mathématiques, disons. On peut faire mieux. Hein, Monsieur Trump, par exemple, il a été élu avec un système indirect, alors qu'il a 3 millions de voix en moins que Hillary Clinton. On dit c'est complètement aberrant. Oui, désolé, mais les règles d'élection sont faites comme ça aux États-Unis. Alors, on peut changer la chose, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, il y a ces représentants, ils ont un problème de légitimation. On fait sans arrêt des procès de légitimation. En fin de compte, vous, député, vous n'êtes pas légitime. C'est parce que vous êtes arrivé au pouvoir pour... C'est comme ça. Donc la légitimation, mais c'est ressenti comme ça. Le désenchantement, il vient de là aussi.
l'État-nation. Et ça, c'est hyper important. L'État-nation, c'est le principe de souveraineté nationale. La souveraineté nationale, elle appartient aux citoyens, elle appartient au peuple. Et c'est un système unique. C'est mis dans la Constitution. La souveraineté, elle est unique et indivisible. Mais c'est des fariboles, tout ça. C'est totalement ridicule. Un système comme ça. Oui, le corps politique, il faut qu'il soit homogène et unique. Mais c'est pas tout à fait vrai. On avait dit que c'était en conflit total. Et la société civile, hein, ils sont multiples. Ils ont des intérêts économiques, des intérêts privés, des intérêts culturels. Chacun voit midi à sa porte. Hein? Comment ça se fait? Et ça forme un État-nation souverain. C'est une fiction politique, comme ça aussi. En particulier, comment on détermine l'intérêt général? Il y a des tas de pages de Rousseau, de Rawls, John Rawls aujourd'hui. Déterminer l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? Comment ça se fait? Autre chose, le principe majoritaire. Et ça vient de là-haut. Le principe majoritaire, ça vient de l'État-nation unique et indivisible. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'unanimité. On veut le peuple démocratique unanime. Mais ça n'existe pas, l'unanimité. Alors, comme ça n'existe pas, et bien mathématiquement, on va dire, c'est les plus nombreux qui ont raison. Et voilà. Et on a le principe majoritaire, c'est la base de toutes nos élections. Hein. Et comment on peut... Alors, en proportionnel. On fait des proportionnels peut-être. Et à ce moment-là, ça va cogner à l'Assemblée, etc. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et l'intérêt général, il va être compliqué à trouver. Et le principe majoritaire, il y a une phrase de Camus que j'aime beaucoup, c'est la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Ça veut dire que dans le principe majoritaire, tel qu'on le vit aujourd'hui, on a un problème de pluralisme, on a un problème d'acceptation d'une minorité. Je me rappelle, dans certaines élections, on est à 50,5%, c'est la majorité, et les 49,5%, c'est la minorité. Et donc la majorité gouverne en ignorant la minorité. C'est ce qui s'est passé en 1981, lorsque André Méniel, député à l'Assemblée nationale, pour voter la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, a expliqué à un député de l'opposition: vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Aujourd'hui, c'est plus possible de dire ce type de phrase parce que vous pouvez avoir juridiquement raison même si vous êtes politiquement minoritaire. Et aujourd'hui, on fait attention à la minorité. Alors, c'est des palliatifs. Il faut prendre en compte la minorité. Dans toute démocratie qui se respecte, la minorité existe au niveau gouvernemental. Et alors là, mais ça c'est pour un petit clin d'œil, la majorité a toujours tort parce qu'elle est composée d'imbéciles. La minorité aussi est composée d'imbéciles, mais ils sont moins nombreux. Les pathologies de la démocratie, cette histoire d'État-nation, d'unicité, de volonté absolue d'avoir qu'une seule vision des choses, et bien ça crée le totalitarisme. Le corps politique, et qui va prendre en compte, absorber toute la société civile. Et à partir de là, c'est le principe du totalitarisme, je forme une société civile avec un parti unique et un Führer ou un démocrate, que ce soit Staline ou Hitler. Et à partir de là, toute opposition est considérée comme parasitaire.
toute opposition, je vais la supprimer. Je vais trouver sans arrêt les ennemis du peuple. Et ça, c'est le principe totalitaire. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans la démocratie. C'est une maladie de la démocratie. Et il faut lutter contre cette maladie, elle est extrêmement dangereuse. Une autre maladie qui est un peu moins forte, c'est le bonapartisme. Et ça, on connaît bien. Je pense qu'on est dans un système qui flirte beaucoup avec le bonapartisme en ce moment. Donc, c'est l'homme peuple, Napoléon III. Et c'est pour réduire le bonapartisme, c'est pour avoir un gouvernant qui est élu par le peuple, et on va supprimer tous les corps intermédiaires. Ça n'existe pas tout ça. D'accord. Et l'état de roi, le principe d'information, je vous rappelle que Napoléon III a fait des décrets sur la liberté de la presse. Très rapidement, il a supprimé la presse, parce que c'était des opposants. Donc, le bonapartisme, c'est... Et ça aussi, en France, on adore, c'est la culture du chef avec l'homme providentiel. Et il faut s'en méfier. Donc tout ça, ça crée un désenchantement de la démocratie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce foutu pins que la démocratie? Autre chose au niveau du totalitarisme, j'ai une définition que j'aime beaucoup parce que c'est un auteur que j'aime bien. C'est M. Claude Lefort. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Lefort. Il a écrit L'invention de la démocratie. Et Claude Lefort, à la base, c'est un marxiste, trotskiste, mais il a repris complètement sa vision marxiste et trotskiste. Avec Cornelius Castoriadis, il a fait former, dans les années 1950, il a formé le mouvement Socialisme et Barbarie. Et le mouvement socialiste et barbarie, c'est un mouvement à la base marxiste, mais qui critique tout le temps le principe du totalitarisme stalinien. Et donc, il est dans une critique très forte, et dans cette critique du totalitarisme stalinien, il va définir un certain nombre de choses au niveau de la démocratie. C'est-à-dire qu'il considère que les totalitaristes, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est l'État et la société qui fusionnent. C'est les gouvernants, c'est le parti du peuple, le parti unique du peuple, qui va gouverner et qui va représenter toute la société. Et c'est unique, c'est monolithique. Et donc, l'espace des conflits, ça n'existe plus dans un système totalitaire, il n'y a plus de conflits. Alors que la démocratie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une logique de conflit. Automatiquement, on n'est pas d'accord. Et il dit, en fin de compte, vous voyez que le peuple, il est là, le pouvoir, il est là. Et le pouvoir, il est pris par le parti unique et par ce que j'appelle l'égocrate. L'égocrate, c'est la désignation de Staline par Solzhenitsyn. Et donc, lui, il dit ça c'est pas démocratique, ça peut pas être démocratique. Parce que ça, il faut que ça soit un lieu vide. Le pouvoir démocratique est un lieu vide. Il n'appartient à personne. Si quelqu'un s'empare du pouvoir démocratique, c'est pas possible. Il peut s'emparer des décisions, mais il ne peut pas s'emparer du pouvoir, parce que sinon on tombe dans le totalitarisme. Et les institutions démocratiques, elles doivent régler les conflits de manière à ce que ce pouvoir lieu vide puisse fonctionner. Et j'aime beaucoup ce symbole, disons, de la démocratie, qui vient essentiellement d'une étude très forte du totalitarisme. Le totalitarisme a été fortement étudié par Claude Lefort sur le stalinisme, et Hannah Arendt a étudié essentiellement le totalitarisme, les origines du totalitarisme hitlérien et nazi. Alors, les corrections et les adaptations. Comment on gère? Et on le gère.
on gère sans arrêt la démocratie, elle progresse. Dans notre pays et dans les pays démocrates, on progresse avec une crise. Hein. Il faut savoir que, à l'heure actuelle, je crois que c'est dans les sondages, j'ai regardé ces sondages il y a 15 jours, je crois, il y a 60% de la population française qui considère que la démocratie, c'est peut-être pas un bon système. C'est super inquiétant. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que c'est quoi le bon système, hein? Donc, on a eu un principe de démocratie de proximité avec des démocraties participatives. Dans des grandes villes, on peut faire des conseils de quartier, on peut faire participer les citoyens aux décisions. Dans certaines villes, il y a même des budgets participatifs, c'est-à-dire sur des projets, on demande l'avis des citoyens. Vous voyez qu'on ramène un certain nombre de fonctionnalités de démocratie directe dans le système démocratie représentative. On fait des ingrédients de démocratie directe, on fait des systèmes de démocratie délibérative, c'est-à-dire qu'on demande l'opinion des gens en disant sur ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et à partir de là, quelquefois c'est décisionnel, quelquefois ce n'est que consultatif. Mais je dirais ça progresse. D'un autre côté, ce dont on a très peu parlé, c'est la Constitution. Et la Constitution, c'est les règles, les lois, c'est pas écrit dans le marbre, mais c'est écrit dans quelque chose où on ne les modifie pas toutes les 5 minutes. Hein. La Constitution, on ne modifie pas la Constitution. Avant de modifier la Constitution, on réfléchit à 2 fois. Et il faut savoir que, par exemple, dernièrement, je crois que c'est en 2008, on a fait des QPC, des questions prioritaires de Constitution. N'importe quel citoyen, s'il n'est pas d'accord avec une loi, et ce qui considère que cette loi, elle va à l'encontre de la Constitution, il peut faire appel au Conseil constitutionnel en disant « cette loi, elle est anticonstitutionnelle ». Alors ça devient une arme d'un point de vue opposition, d'aller à l'encontre des lois en disant « attendez, ça c'est anticonstitutionnel ». Évidemment, hein, ça c'est la mécanique classique de la démocratie où on joue au ping-pong. Mais c'est quelque chose qui est... il faut savoir par exemple que souvent les démocraties d'Amérique du Sud, à chaque changement de pouvoir, ils changent la Constitution. Ça ne va pas du tout, hein. C'est pas démocratique ça. À chaque fois, donc, les nouveaux gouvernants, hop, je mets une nouvelle Constitution. On est dans un système. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il n'y a plus d'électricité. C'est ce dont j'avais peur là. Ce dont j'avais peur. Ça va revenir. Bon. Je vais continuer sans foils. Le troisième élément, c'est les corps intermédiaires. Le principe des corps intermédiaires, c'est amusant parce qu'il y a quand même... Il y a un peu d'électricité quelque part. C'est les batteries, ça. Les batteries. Bon. Le dernier élément d'adaptation de la démocratie, c'est les corps intermédiaires. En ce moment, on en parle beaucoup, les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est quoi? C'est les syndicats, c'est les associations, c'est tout ce qui n'est pas réellement dans le gouvernement et dans le pouvoir. Il faut savoir que ces corps intermédiaires, ils existent d'un point de vue organisationnel, ils existent à travers ce qu'on appelle le Conseil économique et social, et aujourd'hui environnemental. Et ce Conseil économique et social, ils ont un système de consultation par rapport au Sénat, de consultation par rapport aux gouvernants, mais simplement ils sont consultatifs, ils ne sont pas décisionnels. Et je vous rappelle que la chose la plus amusante, je ne sais pas si c'est amusant, le Conseil économique et social, en 1969, il a fait l'objet d'un référendum. Monsieur Charles de Gaulle avait expliqué qu'il voulait changer la Constitution
de façon que le Conseil économique et social, donc les représentants des syndicats, des associations, des ONG, soient inclus dans le Sénat. Et que ce Sénat s'occupe aussi des régions. Et vous vous rappelez, en 1969, le référendum a dit non. Mais il a dit non à De Gaulle, il n'a pas dit non aux lois qu'il proposait. Et ce qui fait que, moi, d'un point de vue imaginatif, je pense que le Conseil économique et social, ça pourrait être une assemblée élue. Il y a l'électricité qui monte. Tu n'y peux rien de toute façon. Et donc, ça pourrait être on pourrait créer une nouvelle assemblée, et une assemblée décisionnelle qui émanerait, qui serait le Conseil économique et social, une assemblée élue, et ça serait l'assemblée sociale. Et ça pourrait faire en sorte que ça serait un changement de constitution intéressant qui reprendrait d'une manière naturelle et normale, d'un point de vue gouvernemental, la société civile, puisque le Conseil économique et social, c'est un peu les représentants de la société civile. Justement, les économies et la question sociale, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a l'intrication complète, sans arrêt, entre l'économie et le politique. Hein, le monde politique, le monde économique. Est-ce que la démocratie, ça fonctionne dans un système capitaliste? Est-ce que le capitalisme fonctionne dans un système non démocratique, etc. Hein, et moi, c'est la primauté de l'économie sur le politique. Et aujourd'hui, on vit dans une civilisation où tout est économique. Toutes les sciences sociales sont bouffées par l'économie. L'histoire, c'est économique. La sociologie, c'est économique. L'ethnologie, c'est économique. On a une pensée... Alors, c'est un peu du marxisme. Hein, le marxisme, il pense très fortement avec un système économique. Mais le capitalisme aussi. Hein, le capitalisme, il pense aussi avec un système économique. Et c'est une vision, je pense, assez monolithique. Et un des gros problèmes, c'est que le politique, il va s'occuper essentiellement d'intérêt général, et l'économique, il s'occupe d'intérêt particulier, hein, il ne s'occupe pas d'intérêt général. Donc, comment faire fonctionner les deux? Comment rendre le système économique démocratique? C'est une grosse question, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent. Aujourd'hui, dans notre système, on a connu l'état-providence. L'état-providence, c'est la sécurité sociale, c'est le chômage, c'est-à-dire que c'est l'État qui se charge de faire en sorte que les gens ne crèvent pas de faim, aient du travail, etc. Donc, des fonctions totalement économiques. Hein. Et cet État-providence, il a plutôt bien fonctionné. Et durant les 30 Glorieuses, l'État-providence, il a plus que bien marché. D'accord ? Et cet État-providence, il a pris du plomb dans l'aile avec la première crise économique en 1973 pétrolifère, et puis dans les années 80-90, avec le reaganisme, le thatcherisme, où il y a toute une pensée économique néolibérale, où on a dit l'État-providence, c'est le système américain. Hein. Les Américains, ils ont un système d'État-providence qui date du New Deal, mais après, ils n'ont jamais rien fait. Hein. Donc c'est un problème. Les Allemands, les Anglais, les Européens en règle générale, ils ont un système d'État-providence. Et aujourd'hui, on est en crise sur cet État-providence. On a un problème énorme, et il va falloir le résoudre. Il va falloir résoudre, c'est-à-dire qu'il y a un principe de redistribution dans la démocratie. Si on fait de l'économie libérale à plein pot, ça ne va pas fonctionner. Hein. Il y
il va y avoir un problème. D'un point de vue économique, quels sont les modèles économiques? Aujourd'hui, souvent, j'entends dire on est contre le capitalisme. D'accord? C'est quoi le modèle alternatif? Alors, il en existe. Hein. Il y a des gens qui réfléchissent sur le modèle, les principes d'autogestion, les principes d'économie participative, les principes d'économie démocratique. Ça existe, hein. Il y a des théoriciens là-dessus, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Mais aujourd'hui, on est partout dans un système capitaliste. Hein. C'est du capitalisme financier ou c'est du capitalisme d'État. Hein. Le système chinois, il est quand même très capitaliste. Hein. Il est communiste, mais capitaliste. Hein. Le capitalisme, un de ses énormes problèmes, c'est qu'il est totalement non régulé. Et il est non régulé, pourquoi? Parce qu'il y a des idées complètement farfelues du type le système économique, c'est le marché, et le marché, il s'autorégule tout seul. On revient à une théocratie, on revient à... C'est la main invisible d'Adam Smith qui régule le marché. Mais ça ne va pas la tête. Le marché, c'est une affaire humaine. Donc le marché, il doit être régulé par les humains. C'est forcé. L'autorégulation automatique du marché, ça n'existe pas. Et on l'a vu en 2008, les crises financières et le bastringue au point de vue économique, c'est le marché qui fait ça tout seul. Aujourd'hui, on arrive à des monstres économiques de manière terrible. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans une grosse société, une grosse multinationale. Mais à l'époque, elle a pris du plomb dans l'aile, d'ailleurs, cette grosse multinationale, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les lois antitrust. C'est-à-dire que quand une société devenait complètement hégémonique au niveau mondial, on l'a coupée en petits morceaux. C'était les Américains qui avaient fait ça. La loi antitrust, ça a marché avec tout le groupe Rockefeller, hein. Ils l'ont découpé en petits morceaux. Avec Reagan et le néolibéralisme, c'est fini. Il n'y a plus de loi antitrust, on laisse courir. Et on arrive à des multinationales qui sont des monstres économiques, en ce sens qu'ils ont des pouvoirs financiers et des pouvoirs économiques qui sont supérieurs à ceux des États. Et comme ils ont beau être très gentils, c'est don't be evil. Hein, c'est Google qui dit don't be evil. Je ne serai pas un diable. Hein, mais ils ne sont pas du tout démocratiques. Hein. Ils n'ont rien de démocratique. Et donc, comment fait-on pour remettre au pas cette démocratie? Et ça, c'est un des gros problèmes de notre démocratie aujourd'hui. Les questions sociales, c'est... Moi, je dis, il y a deux trucs. C'est d'un côté la consommation et de l'autre côté le travail. Hein. On est une civilisation du travail. Alors moi, je critique complètement le travail. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Hein. J'ai jamais travaillé de ma vie. Pourquoi? Parce que le travail, pour moi, ça avait du sens, c'était amusant, je m'éclatais à mon travail. Mais je suis un privilégié qui a eu énormément de chance. En règle générale, il y a 90% des gens, le travail, c'est un labeur, c'est emmerdant, c'est dur, c'est violent. Et il faut travailler pour consommer. C'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pas un but dans la vie, le pouvoir d'achat. Mais, si. Et on court auprès du pouvoir d'achat avec du travail. Je vous rappelle que la société de travail, et ça c'était en 1950, c'était Hannah Arendt qui disait « Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste, on ne peut rien imaginer de pire. » Et Hannah Arendt, qui a beaucoup travaillé sur la culture, sur la démocratie en général et sur les sociétés,
se rend compte que notre société a été bâtie sur la notion de travail. Et c'est comme ça, hein, c'est un mouvement historique qui fait que tout le monde travaille. Le travail, c'est une identité sociale. Le nombre de chômeurs qui se suicident parce qu'ils n'ont plus de travail, c'est considérable. C'est-à-dire qu'ils sont des identités, ils n'ont plus d'utilité dans la vie. Il va falloir changer ça. Moi, je crois qu'il va falloir changer, parce que pour moi, les heures de travail, plus ça va aller, plus ça va diminuer. Hein. L'histoire des 35 heures, et les Allemands, ils sont à 32 heures. Hein. l'IG Metall, ils ont réclamé 32 heures. Et puis, dans 10 ans, avec l'intelligence artificielle, la robotique, etc., il va y avoir de moins en moins de travail. Donc, il va falloir changer de logiciel hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire que le travail, c'est plus une totale. Je respecte beaucoup le travail, mais c'est plus... On a peut-être autre chose à faire que travailler. Dernier point, et je vous recommande ça, hein, les écrits du capitaliste, du capital au XXIe siècle. C'est Thomas Piketty qui, d'un point de vue économique, a fait toute une étude sur le principe des inégalités, et il a un site, hein, vous pouvez noter ce site. Ce site est régulièrement remis à jour. C'est toute une database au niveau mondial. Il travaille avec une trentaine d'économistes de par le monde pour mettre à jour cette database, pour montrer qu'il y a un énorme problème à l'heure actuelle, c'est la montée des inégalités de par le monde. Et que c'est inquiétant. Il va y avoir... il va falloir régler ça, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Enfin, d'un point de vue incertitude, on se développe en démocratie dans ce monde incertain. Je crois qu'aujourd'hui, une grande majorité de gens savent qu'on vit dans un monde fini. On vit dans un monde fini, à des ressources limitées, avec des impacts au point de vue nature qu'on peut faire, et qu'il va falloir prendre ça en compte hein, à un moment donné ou à un autre. On a tendance un petit peu à le mettre de côté, à oublier, mais l'écologie, ça va être quand même un de nos problèmes fondamentaux. La deuxième chose, c'est que nos démocraties bâties sur l'État-nation, on vit en France, là, avec notre petit drapeau bleu-blanc-rouge, là, mais il y a des tas d'institutions internationales qui sont plus ou moins démocratiques, d'ailleurs, mais qui nous normalisent. L'OMC, le FMI, l'ONU, tout ça, qui donnent des normes. Et ces normes, les États-nations, ils doivent s'y conformer. Donc le pouvoir démocratique des États-nations, il faut le remonter d'un cran très certainement au niveau des institutions internationales. Enfin, le troisième problème, qui est un problème que je considère qui n'est pas un énorme problème, qui est un problème dans notre tête, mais qui n'est pas un problème parce que de toute façon, on va le résoudre, c'est les problèmes de flux de population et d'immigration. Et les problèmes de flux d'immigration, il faut statuer là-dessus, il faut trouver des solutions, mais il faut arrêter de croire qu'on va s'enfermer dans nos petits bunkers et qu'on ne va pas avoir d'étrangers. Hein. Les étrangers, c'est ce que disait aussi Hannah Arendt, les étrangers, il faut des droits à ceux qui n'en ont pas. Il faut des droits aux non-droits. Hein. Il faut le droit pour les gens, pour les étrangers. Automatiquement, il faut statuer là-dessus. Et à l'heure actuelle, au niveau européen, au niveau français, c'est ridicule. Vous regardez toutes les statistiques des flux de population, mais c'est que dalle. On n'a rien du tout. Nous en France, ouais, il y a 200 000 entrants et il y a 200 000 sortants. C'est quoi ça? Et on se monte la tête en disant
Je pense que le problème des étrangers, c'est beaucoup plus un problème culturel qu'un problème de peur économique ou quoi que ce soit. Donc, les incertitudes de la démocratie, c'était en 1947, Winston Churchill nous disait la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres qu'on a déjà tous essayé. Donc la démocratie, je crois qu'il faut quand même la garder. La démocratie, et je pense que vous l'avez compris, elle est fragile, il faut faire attention, et il ne faut pas croire qu'on sera toujours en démocratie, hein. Si on ne fait pas attention, si on ne s'en occupe pas, vous avez vu qu'il y a des maladies, hein. Le totalitarisme, c'est quand même une maladie, j'aimerais pas qu'on la revive. Hein. Il faut prendre conscience de nos institutions. Et la critique que j'entends souvent dans la démocratie, en me disant on n'est pas en démocratie. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas bon ça. C'est mauvais. Donc, il faut participer à son évolution. La démocratie participative, hein, c'est des solutions locales et autres qui sont intéressantes, qu'il faut regarder de près et qu'il faut agir. Et l'autre principe, c'est que la démocratie, c'est automatiquement un système complexe. Et un système complexe, ça n'a pas de solution simple, ça n'existe pas, les solutions. Ça, c'est des solutions complexes. Pour chaque problème complexe, il y a une réponse claire et simple qui est fausse. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les incertitudes. On aime l'incertitude parce qu'elle laisse entrouverte la porte de l'espérance. Et si